On donne maintenant la parole à la salle. Actuellement, je crois qu'il y a 55 mayas sur le territoire. Et il va y en avoir une centaine de plus bientôt. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas des mayas sur tout le territoire. Enfin, pas des mayas, pas des mayas, on va utiliser le mot même si bon. Mais d'accord, je ne vois pas en quoi c'est un problème, puisque l'objectif, c'est de couvrir le territoire. Alors, je t'entends, tu dis que ce n'est pas équitable, que si tu habites Marseille, le 4-12, tu as une maya et tu as la possibilité d'avoir accès à un gestionnaire de cas. Moi, j'habite le 8e, mais je ne suis pas jaloux. Je suis content qu'il puisse avoir ça. Et bien entendu, je vais me battre pour pouvoir l'avoir dans le 8e. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On est tous là pour ça. Moi, mon combat, c'est bien entendu pour que ça continue le processus Maya. Et je suis certain, malgré les modifications gouvernementales claires qu'il y a eu, qu'il va y avoir, on va le savoir, que ce processus Maya sera pérennisé. Ce n'est pas possible. C'est une trop belle chose. Alors, non. Alors, ça nous inquiète. Moi c'est ça. Je comprends cette discussion, cette notion d'équité, mais je pense que ce que tu as dit est un petit peu schématique. Ah oui, tu vois, tu avais donné l'impression que tu critiquais le processus Maya parce qu'il n'y en avait pas partout. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais tenter une réponse, mais je me suis placé sur un autre point de vue que toi. Ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord. Simplement, maintenant, on est dans un domaine de santé publique. Qu'est-ce qu'il faut pour les malades dans le pays? Il est certain qu'il faut un métier médico-social. Il faut un métier où quelqu'un va faire le tour vers la relation, comme il a été dit. C'est un élément fondamental. Donc, on ne va pas encore rechercher ce qui n'existe pas. On a déjà des expériences qui ont été produites. Ces expériences sont-elles amenées à sombrer comme dans 8 cas sur 10, ou bien vont-ils pouvoir émerger pour en faire un métier qui soit destiné à tous les malades du territoire national? Excuse-moi, je parle un peu comme dans les... J'étais imprégné par la télévision, tout ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai, tu as raison, je suis partial, pardon. Je voudrais juste dire que quand il y a eu l'expérience des clics, tout le monde a dit « Ah, c'est bien les clics, on va les développer ». Quid des clics maintenant, si on fait un état des lieux? Ils sont tous en train de se porter porteurs de projets pour les Mayas, à cause des financements aussi, donc il y a eu une limite pour les clics. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait une limite pour les Mayas, mais je sais que c'est une mesure du plan Alzheimer, que le plan Alzheimer s'arrête à la fin de l'année 2012, et que les enjeux, ils sont très importants financièrement pour pouvoir financer un développement des Mayas budgétairement. Enfin, tout le monde le sait, tout le monde le dit, et jusqu'à présent, tout le monde souhaite que ce soit pérennisé, mais personne ne peut l'affirmer. J'entends un discours qui rend les choses un peu ambiguës, et c'est dommage, parce qu'en fait, les Mayas, vous l'avez dit, Monsieur Poncet, on le reprend nous aussi maintenant, c'est une méthodologie. C'est-à-dire que c'est une façon d'organiser les ressources de telle façon que quand une personne vient au clic, elle vient bien au clic, le clic puisse faire ses missions jusqu'au bout. Donc la question n'est pas de comparer clic ou Maya, la question est de permettre aux ressources existantes d'aller jusqu'au bout de leur mission. Et c'est bien l'objectif des Mayas et qu'on espère que maintenant, dans la mesure où les personnes qui connaissent ce que ça veut dire se développent, ce discours sera porté par l'ensemble des personnes qui ont mieux mesuré ce que sont les Mayas, et que cette confusion entre structure et en méthodologie se dissolve petit à petit. Moi j'aurais juste pas trop de questions mais plus des observations. J'en aurais 6. Tout d'abord je me pose la question de qui fait la demande, qui sollicite le gestion de cas. On a dit que ça pose forcément derrière la question de l'identification de cette fonction. Tout à l'heure avec Anne on en parlait, a priori, je pense qu'au couvert, les juges ne connaissent pas encore cette fonction. Alors effectivement, on est encore dans une phase un peu jeune de cette fonction, mais ça pose de toute façon cette question-là d'identification par l'ensemble des professionnels.
Mais sans vouloir faire d'angélisme, moi je rêverais qu'on puisse aussi dire qu'un jour, ce sera la personne malade elle-même qui ira solliciter cette aide-là. Et je ne pense vraiment pas faire de l'angélisme parce que j'ai pu aller visiter une association qui fait effectivement de l'advocacy en Angleterre et très concrètement, il y a un bureau, il y a une vitrine, les gens peuvent rentrer et c'est un peu une association du type défenseur de droit et elle est visible, elle existe. Les gens peuvent aller et peuvent chercher de l'aide. Alors je comprends tout effectivement qu'il y a des difficultés, les gens refusent d'être aidés, mais je rêve à ça. Je me dis, si la personne elle-même pouvait identifier à l'avenir cette fonction et qu'elle-même, avec un professionnel, fasse la demande, je pense que ce serait quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vais juste revenir sur une chose que j'avais également relevée au workshop. On signe quoi précisément? C'est quoi ce document? Et je prends juste un exemple. La mission se termine quand? Et moi, ça me pose vraiment des questions, donc je pense que vos expériences nous permettront d'aller au-delà de la simple question de la signature et du consentement, parce que je pense que l'écrit, s'il existe, il a vraiment une importance. Vous disiez également tout à l'heure qu'il n'y a pas de code de déontologie et que c'est forcément, qu'a priori, vu la fonction qui est simplement émergente, c'est pas le moment, et je suis tout à fait d'accord avec vous. En revanche, je pense qu'on pourrait, dans un avenir proche, au moins réaffirmer ce que dit le droit. Je pense que ce serait vraiment extrêmement sain et salutaire pour tout le monde. Et peut-être, non pas parler de code de déontologie ou de bonnes pratiques, mais simplement clarifier les valeurs et les tensions qui sont en jeu dans cette fonction. Je pense que déjà, ça dessinera les contours d'une culture un peu homogène et commune, et déjà ça me paraît extrêmement important, d'autant plus qu'on le sait, c'est une fonction, c'est pas un métier, il y a différents métiers, donc différentes valeurs, différentes cultures qui s'entrechoquent, et c'est vraiment pas simple. Deux derniers points, la question du financement, qui finance le gestionnaire de cas? Moi, je reste persuadé que l'institution pilote donnera forcément une coloration, quoi qu'on en dise, et c'est pour ça que je reviens à mon point précédent, qui est la nécessité justement d'avoir une culture homogène, ou en tout cas d'essayer de construire ces valeurs communes. Merci d'avoir rappelé que le gestionnaire de cas n'est pas le représentant juridique. Advocacy, je reste persuadé que ça a une confusion en français avec avocat, advocate, etc. Donc c'est vraiment trompeur. Et c'est vrai que j'aime le mot porte-parole, moi également je suis assez contre dans la mesure où ça induit un combat, une représentation, une impossibilité d'exprimer par soi-même, et ça ne renvoie pas à l'idée d'accompagnement et de favoriser l'autonomie. C'est vrai que j'aime bien le terme de facilitateur, mais enfin, c'est pas évident à formuler d'un point de vue technocratique. Merci monsieur pour dire que tous les cas sont complexes. La France a fait le choix, et le case manager, vous le savez, existe dans différents pays. La France a fait le choix de le centrer uniquement dans les cas complexes, comme plusieurs mesures du plan Alzheimer. Et je rejoins Marie-Odile de Sena sur ce point-là également. Ça pose forcément la question des financements, du coût des politiques publiques, mais c'est un choix. Voilà, je me réjouis en tout cas de la réflexion qui a été faite. Et merci aussi, Marie-Odile de Sena, d'avoir rappelé que le gestionnaire de cas gère une situation et pas une personne, ce qui permet de bien comprendre que c'est une situation qui est à dénouer au profit et au bénéfice de la personne. Et je pense que ça change toute la donne. Merci. Frédéric Ballard, moi je voulais revenir juste sur deux points. Sur cette idée d'iniquité un petit peu entre les malades d'Alzheimer, qu'il faudrait que tous les malades d'Alzheimer aient leur gestionnaire de cas. On a entendu un peu cette idée. Pour avoir discuté avec pas mal de gestionnaires de cas, leur discours était que quand ils suivent 30 situations, c'est le maximum. Après, à partir de là, on fait plus du bon travail. On sait que, je ne suis pas sûr des chiffres, mais à peu près 1 million de malades d'Alzheimer en France. Si il faut un gestionnaire de cas pour 30 situations,
il va falloir vraiment beaucoup de gestionnaires de cas, ou alors on va se retrouver avec des gestionnaires de cas qui vont avoir beaucoup plus que 30 situations, et dans ce cas-là, on risque de se tirer une balle dans le pied en effaçant toute l'efficacité que pourrait avoir la gestion de cas. Enfin, il me semble que telle qu'elle avait été conçue, la gestion de cas, c'était vraiment justement pour les personnes les plus complexes. Alors bien sûr que, effectivement, la maladie d'Alzheimer, c'est difficile. Je nie pas ça du tout, je rencontre tous les jours. Mais je pense qu'il y a, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus complexe que pour d'autres, parce qu'il n'y a pas que la maladie, justement. Il y a d'autres éléments, et c'est ces éléments-là qui font de la complexité. Et on a un jeune collègue qui a fait sa thèse, justement, auprès des médecins pour leur poser la question de ce que c'était que la complexité, pour eux, dans leur métier. Et ben, dans leur métier, c'est pas que la maladie, la complexité. Au contraire, c'est tout ce qu'il y a autour de la maladie, l'entourage, etc. Donc je pense que vraiment, on détourne un petit peu la gestion de cas si on fait de la gestion de cas pour tous les malades d'Alzheimer. Enfin, en tout cas, de son esprit d'origine. Alors après, je sais pas, c'est peut-être une question en suspens, mais à mon avis, on détourne un petit peu l'esprit de la gestion de cas. Et puis après, je voudrais rebondir aussi sur ce qui avait été évoqué par M. Palermiti, sur cette idée d'un lieu, d'un bureau où on pourrait aller quand on a des difficultés, etc. Je pense que c'est justement à l'opposé de l'esprit du guichet intégré ou du guichet unique. Avoir un lieu comme ça, ce qu'on oublie souvent, c'est que demander de l'aide, c'est extrêmement stigmatisant pour les gens. Quand on voit des gens qui discutent, qui vont au Resto du Cœur parce qu'ils n'arrivent pas à manger à la fin du mois, ben, ils trouvent ça extrêmement stigmatisant, ils y vont vraiment en dernier recours. Et je pense qu'on ne doit pas aller dans un endroit en dernier recours. Justement, l'intérêt du guichet intégré, c'est que quel que soit le professionnel qui va être au contact de la famille ou du malade, il peut faire un signalement au gestionnaire de cas. Et il n'y a pas besoin d'attendre que la personne soit vraiment au bout du bout pour qu'elle fasse la démarche et demander de l'aide. Donc je pense que justement l'intérêt du guichet intégré, c'est que ça ne soit pas forcément un lieu, mais que ça soit un peu, je dirais, tous ces professionnels-là qui peuvent, ou même l'aide ménagère, parce qu'on n'en parle pas, mais celle qui est peut-être le plus souvent en contact des malades, c'est l'aide ménagère qui va passer tous les jours et qui, elle, pourrait très bien faire une alerte. Donc moi je ne suis pas tout à fait pour cette idée qu'il y ait un bureau, un lieu, même si peut-être il aurait son intérêt, mais je pense que les gens sont quand même... Enfin moi je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans le refus parce que c'est stigmatisant de demander de l'aide. Donc après il faudrait changer les mentalités, mais ça c'est encore un autre... Quand monsieur disait toutes les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer sont complexes, ce que je veux dire c'est pas qu'il faut qu'il y ait un gestionnaire de cas pour une personne atteinte ou deux personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. En revanche, que chaque personne, même si elle n'est pas dans une situation de complexité qui est identifiée par les critères qui ont été élaborés, puisse bénéficier de ce type de service prestation, là ça me paraît important. C'était pas, voilà, chaque gestionnaire de cas va couvrir tous les cas de patients atteints de maladie d'Alzheimer en France. C'est moi, je suis à un stade débutant, ma situation familiale n'est pas forcément conflictuelle, mais je peux quand même avoir la légitimité et le droit de demander ce type d'aide. Ça, c'était le premier point. Sur le deuxième point, je disais au départ, sur la vitrine ou le service et l'association qui a pignon sur rue, je disais, je rêve de ce type c'était plus dans l'idée d'insister sur l'identification. On ne connaît pas cette fonction, tous les professionnels ne le connaissent pas, et l'entourage et la famille ne les connaissent pas non plus. Donc voilà, c'était plus dans cet esprit-là, c'était un peu de la provoque, même si j'y rêve quand même. Bonjour, Dominique Somme. Je suis gériatre et j'ai été pas mal impliqué dans le plan national Alzheimer. Juste un petit mot encore sur la complexité quand même. L'idée que la gestion de cas, case management, soit liée à un certain niveau d'intensité d'intervention est quelque chose qui est totalement transnational. Il n'y a aucune expérience dans le monde où il n'y a pas de critères pour parvenir à avoir accès à ce niveau d'intervention. Et ceci est justement lié au fait que c'est un niveau d'intervention particulièrement intense. Et que ça doit, je dirais entre guillemets, se justifier. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien pour les autres. Ça veut dire que c'est juste pas la même chose qui est nécessaire. Quand on a une maladie, on a plusieurs niveaux d'intensité de la maladie. On appelle ça souvent la sévérité. Mais tout le monde n'est pas en réanimation. D'accord ? Parce que tout le monde n'a pas besoin d'être en réanimation. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir un gestionnaire de cas parce qu'on a plusieurs niveaux
de complexité aussi. On est effectivement tous plus ou moins complexes, d'accord. C'est pas très très intéressant une fois qu'on a dit ça, parce qu'effectivement, on est tous des êtres complexes, en dehors des amis, peut-être, et encore, c'est déjà assez complexe comme ça. Donc, finalement, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais finalement aussi, j'ai entendu plusieurs choses qui viennent brouiller le discours là-dessus. On confond complexe et compliqué. Complexe, c'est pas la même chose que compliqué. Quand quelque chose est compliqué, c'est un assemblement de choses qui, en soi, sont plutôt simples à résoudre. Quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui est accessible au savoir technique. Un savoir technique de haute intensité, mais un savoir technique. Quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui sort un petit peu de tout ça, qui devient instable, qui devient fondamentalement assez imprévisible et qui est marqué par une certaine intensité. Et effectivement, on a une gradation, et c'est quelque chose de continu, mais il faut à un moment poser un curseur et dire, à ce niveau-là d'intensité, on requerrait plutôt un gestionnaire de cas, et en dessous, ça ne veut pas dire qu'on requiert rien, ça veut dire qu'on requiert autre chose, une autre forme d'intervention. Moi, je pense que c'est important. Par contre, c'est vrai, actuellement, la réflexion n'est pas aboutie. On ne peut pas dire qu'actuellement, avec les critères même tels qu'ils ont été énoncés, on est, je dirais, entre guillemets, confiant sur l'idée que ce seraient les bonnes personnes qui seraient sélectionnées par ces critères. Non, ça, je suis d'accord. La réflexion est à poursuivre pour savoir où mettre le curseur. Mais le curseur est à mettre quelque part si on veut pouvoir réfléchir en termes de politique publique aussi, en termes de financement derrière et en termes de bonne gestion des ressources publiques. Le deuxième point, c'est qu'on a parlé de la maladie d'Alzheimer. C'est pas la cible, la maladie d'Alzheimer. Il est même pas question qu'il y ait un gestionnaire de cas pour tous les malades d'Alzheimer, parce que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va devenir? Il va falloir aussi un gestionnaire de cas pour toutes les maladies de Parkinson, un gestionnaire de cas pour toutes les... Et puis alors les gens vont se retrouver avec 4 ou 5 gestionnaires de cas, parce que les personnes âgées, elles ont la mauvaise habitude d'avoir plusieurs maladies. Donc ça va être compliqué. En plus, j'ai entendu plusieurs fois des choses qui me font penser qu'on confond encore, et c'est dommage, l'idée de Maya et l'idée de gestion de cas. La Maya, c'est pas le service qui offre la gestion de cas. La Maya, c'est la réorganisation nécessaire de notre système afin qu'on puisse un jour penser que la gestion de cas sera totalement efficace. Et c'est pour ça que la gestion de cas n'est pas totalement efficace, parce que la réorganisation est en cours, elle n'est pas aboutie. J'insiste juste sur un petit point, il n'y a aucune Maya en France actuellement, puisqu'on est toujours en processus de faire des Mayas. D'accord ? Il n'y en a aucune qui ait reçu un label. Sur l'advocacy, moi je suis pas sûr que ça reste un rêve. Il y a des gens qui pourront toujours le faire. Je ne suis pas sûr que ce soit la voie sur laquelle le case management à la française se soit clairement positionné. Mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça peut rester tout à fait intéressant, même en parallèle, d'avoir de ce type de défense et que ce soit accessible directement aux personnes. Et moi, je serais tout à fait favorable, et ça ne serait pas antinomique avec la gestion de cas. Ça serait même plutôt complémentaire et aidant au fond. Donc pourquoi pas? Et alors, un dernier point, si vous me permettez, c'est un problème de rythme. Vous dites, j'aimerais bien qu'il y ait des Mayas dans tout le territoire national. Mais moi, je dirais, bah oui, mais pas trop vite non plus. Si on veut garder ce qui a été fait dans la phase expérimentale, ce qui a donné un petit peu de fruits, eh ben, il faut garder aussi un petit peu la raison. Parce que ne serait-ce que, par exemple, vous avez appelé de vos voeux une formation à la gestion de cas. Ben oui, mais la formation, ça demande des formateurs. Les formateurs, il faut qu'il y en ait. Et il n'y en a pas tant que ça. Alors, si on multiplie le nombre de gens à former, et que, au regard du nombre de gens à former, il n'y a pas autant de formateurs que ça, eh ben, on va diminuer la qualité de la formation, et du coup, on va s'éloigner du cadre. Donc moi, je dis, oui, je suis d'accord, je suis un chaud partisan des Mayas, mais attention au rythme. Ne pas mettre trop la pression à vouloir tout de suite aboutir à un résultat qui serait finalement un résultat inférieur à ce qu'on aurait visé. Et je pense qu'une partie de ce que les clics ont, entre guillemets, pas loupé, mais n'ont pas réussi à complètement mettre en œuvre, vient aussi de ça.
que la politique des clics a été un peu trop volontariste et qu'on est passé très très vite de 25 à 1000. En tout cas, 1000 c'était la cible, il y en a eu 534 finalement. Mais on est passé un peu vite à ça. Et je pense que la question du rythme d'implantation est importante à gérer. Voilà, je vous remercie. Je me permets de sortir de mon rôle de président de séance pour revenir à mon rôle qui est plus propre d'avocat. J'aime bien aussi faire un peu l'avocat du diable, donc je vous écoutais, j'ai écouté tout le monde, j'avais plein de questions. Et je voudrais revenir à la notion d'advocacy et rebondir sur ce qui a été dit par le Dr Somm et par M. Palermiti. On avait déjà discuté de la notion d'advocacy au sein du workshop, et depuis, moi j'ai réfléchi de mon côté et j'avais clair la définition, la traduction d'advocacy en italien, parce que je suis italienne, mais je n'avais pas clair la définition, la traduction du mot advocacy en français. Et en français, advocacy, c'est plaidoyer. Donc, faire de la plaidoirie, donner des conseils. Et c'est vraiment la vision, quelque part, c'est l'avocat, c'est le rôle de l'avocat, c'est qui fait l'avocat. Et la définition et le fait qu'on continue à parler d'advocacy, le choix de ce mot, ce n'est pas anodin du tout. Parce que si on décide de rentrer et de garder cette notion d'advocacy, ça veut dire qu'on accepte que le gestionnaire de cas a le rôle de conseiller, de défendre, parce que plaidoyer, ça veut dire défendre, et représenter. Mais pour pouvoir représenter, encore faut-il un mandat qui donne ces mandats, étant donné que la personne est considérée comme avec des capacités limitées de prendre la décision. Premier point. Donc, si on reste avec la notion d'advocacy, on donne beaucoup de rôle et de pouvoir, entre guillemets, au gestionnaire de cas, et beaucoup de responsabilités au gestionnaire de cas sur la base d'un mandat que ce n'est pas trop clair. Et sur la base d'un cadre juridique, je reviens à ce qui était dit au début de notre intervention, qui n'est pas trop clair. Et donc, si on garde cette notion d'advocacy, il faut assumer la suite. Et la suite, c'est un cadre clair qui définit les rôles, les activités, les responsabilités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il me semble-t-il. En revanche, et donc, si vous décidez de ne pas garder les mots en français, il faut bien le traduire. Mais la traduction littérale, c'est bien plaidoyer. Et là encore, c'est une limite. Où on garde cette notion qui est plaidoyer, qui après c'est un peu limitatif par rapport à vraiment l'advocacy dans le sens anglais du terme, si vous voulez. Donc, je reviens aussi à cette difficulté de donner un nom au gestionnaire de cas, à ce qu'on appelle actuellement un gestionnaire de cas, à ces nouvelles figures professionnelles. Mais je me dis que le choix du mot, ça va être déterminant pour les contenus. Alors, ou bien on fait la démarche d'établir les contenus et on décidera après les noms qu'on veut lui donner, et les contenus doivent être fixés sur la base de la réflexion éthique et sur la base de la réflexion sur les différents enjeux éthiques, juridiques, économiques, sociétals, etc. Ou bien on fait la démarche contraire, on établit le nom et on fixe les contenus après. Et pour moi, ce passage n'est pas clair. On a fait un peu tout. On lui a donné un nom pour essayer de rentrer dans un cadre européen, international, etc. Parce qu'on voulait assurer une espèce de connexion entre les professionnels de santé, les malades au plan social. Donc c'était ça. Donc, et on voyait une exigence, on dit qu'est-ce qu'on fait pour l'instant. On a trouvé ces définitions pour l'instant qu'on a vu même dans les textes, été contestées, etc. Mais je reviens sur la nécessité que cette définition-là est vraiment la définition clé. Parce qu'à la suite de ces choix-là, on pourra établir le contenu ou pas. Mais il faut aussi établir la démarche à faire. Est-ce qu'on part du nom et on fixe les cadres? Est-ce qu'on fixe les cadres et on part du mot? Et je voudrais à ce propos aussi rebondir par rapport à ce que vous avez dit au tout début, concernant les faits, la protection juridique des personnes majeures et la nouvelle réforme qui a été mise en place.
Et donc, vous avez dit, pourquoi pas, peut-être, si j'ai bien compris, associer cette réforme de la protection des majeurs aussi à cette nouvelle figure professionnelle, etc. Et vous avez ajouté après que, effectivement, la réforme de la protection des personnes majeures a été mise en place et que maintenant, il se développe une réflexion éthique pour voir les enjeux liés à cette réforme. Eh bien là aussi, il y a une procédure qui est un peu différente de ce qui se passe maintenant pour les gestionnaires de cas. Si on décide d'aller dans ce sens, c'est-à-dire d'intégrer la figure de gestionnaire de cas dans les cadres de la protection des majeurs incapables, eh bien là encore, il faut décider la procédure. Ce n'est pas parce que je suis procédurale, ce n'est pas, mais j'aime bien la clarté des chemins. Et parce qu'on sait d'où on part et on sait où on va. Et c'est clair pour tout le monde quel est le cheminement qui a apporté à des décisions. Et peut-être elle rendra la figure de gestionnaire des cas plus légitimée à d'agir parce qu'on comprend bien tout le parcours. En revanche, vous avez dit donc, et pour les gestionnaires de cas, c'est le cas au contraire. On part de la réforme, on a mis en place quelque chose parce qu'on avait la nécessité de, on réfléchit, mais le cadre encore n'est pas établi. Et donc, il a tout là aussi une certaine ambiguïté. Mais je vous laisse réfléchir, bien sûr. Je vous ai sollicité exprès. Merci. Je crois qu'effectivement, nous parlons des mêmes personnes. C'est-à-dire de personnes qui sont en difficulté pour exprimer une volonté. Il faut bien partir du principe que tout individu à partir de 18 ans est censé prendre les décisions qui le concernent en totale liberté, sans aucun contrôle. Il peut passer des contrats, il peut convenir d'un certain nombre de choses. La loi portant réforme de la protection juridique est partie du cas suivant lorsque nous présentons des altérations des facultés personnelles. Et là encore, on a un problème de définition, faculté, fonction. Lorsqu'il y a un certain nombre d'altérations de ces facultés, ou corporelles, ou surtout mentales, qui empêchent de comprendre l'information qu'on donne, ou gênent la compréhension, au point qu'on ne peut plus prendre un certain nombre de décisions, se pose la question de l'accompagnement, et la loi de 2007 parle bien d'accompagnement, pour être éventuellement assisté, c'est-à-dire qu'on met quelqu'un que désigne le juge à côté de la personne, ou pour être représenté. Et ce qu'a fait la loi, à mon sens, d'assez extraordinaire, c'est qu'elle a complètement ouvert la possibilité d'assistance ou de représentation par anticipation, avec le mandat de protection future qui est une duplication, pas tout à fait complète, mais du mandat d'inaptitude canadien. L'idée étant que nous pouvons anticiper le moment où nous sommes en difficulté. Et donc l'idée, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que nous avons un dispositif français qui est relativement ouvert, en tout cas dans les principes posés par la loi. Il y a des dispositifs de santé pour lesquels on voit bien qu'il y a un désir absolument de faire accompagner, et à mon sens pas représenter sur le plan juridique, parce que pour l'instant le cadre ne le permet pas, faire accompagner par la famille et par un certain nombre de personnes, dont une qui est fondamentale, qui est le gestionnaire de cas, et moi je crois aussi qu'il faut vraiment réfléchir sur cette appellation, qui va coordonner. Et donc la question de la coordination est de savoir dans quel cadre on coordonne, en n'oubliant pas que nous nous situons tous dans un cadre juridique qui est le cadre légal, qui fixe les principes, les limites et les conditions de responsabilité. Donc de ce point de vue-là, je crois que réfléchir à la vulnérabilité, c'est bien là-dessus qu'on est en train de réfléchir, réfléchir à la vulnérabilité et l'accompagnement, ça suppose que l'on décloisonne, qu'on fasse complètement exploser nos schémas mentaux, mais à l'intérieur d'un cadre légal. Et ce cadre légal, moi je vous propose d'essayer d'y réfléchir avec les juristes. Non pas parce que les juristes veulent être partout et veulent récupérer un certain nombre de situations, vous comprenez bien que c'est pas, on ne pourrait pas assumer ça, ni les avocats, ni les magistrats, ni les mandataires. En revanche, vous devez intégrer la réflexion juridique parce que c'est celle-là qui va à la fois sécuriser les personnes et leur entourage et vous. Donc je crois qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble et de ce point de vue-là, moi je suis vraiment très, très contente d'avoir été invitée aujourd'hui parce que je crois que la réflexion avec les juristes est fondamentale. Madame, je suis très heureux d'être à côté de vous, mais je vais aussi changer de sujet. Vous m'excusez parce que le sujet est extrêmement vaste. Et je vais être un peu direct parce que j'ai une question à poser soit à Madame Malza,
soit au docteur Serras, soit au docteur Somme. La question est page 17. Je n'ai pas relu la page 17 juste avant de venir. Je ne sais pas si c'est dit échec ou si c'est dit se sont terminés. Se sont soldés par des échecs. Se sont soldés par des échecs. C'est le solde. Hein. Ouais. Comment on traduit le solde? C'est moi qui dis ça? Non, c'est M. Dupont. Ah, M. Dupont est là. Non. On n'est pas là. Donc, il y a une différence entre ce qui n'est pas poursuivi et ce qui est un échec. 8 expériences sur 10 ne sont pas poursuivies à l'international. Ça ne veut pas dire que c'était des échecs tous. Même, on a eu l'expérience il y a assez peu de temps, en 2010, il y avait un symposium sur la gestion de cas qui s'est tenu en France, un symposium international qui montrait 2 expériences américaines qui avaient été des succès extraordinaires, ayant donné des publications dans des revues de grand renom, et qui s'étaient également terminées, finies, et qui n'avaient pas donné suite. Il n'y avait plus de gestionnaire de cas du tout à tous endroits en question. Donc c'est pas une réussite. Donc c'est pas une réussite en termes d'organisation, mais c'était une réussite en termes de bénéfices pour les personnes qui avaient bénéficié. Donc c'était ce qui est sous-jacent à ça, c'est de savoir justement qu'est-ce qu'on fait pour maintenir ce qui est en place et qui en est responsable. Alors quand on donne la responsabilité de ce genre d'expérience, d'expérimentation à des universités, elles font des très beaux protocoles, sauf que derrière, une université, c'est pas fait pour faire des politiques publiques. Et donc derrière, elle se retrouve avec l'impossibilité de passer le cap de la politique publique. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps dans les expérimentations, notamment dans les systèmes anglo-saxons qui ont beaucoup tendance à faire des expérimentations à partir des universités, avec des universités qui ont un pouvoir très différent de celui des universités de France. Donc en France, en mettant l'expérimentation directement en lien avec les acteurs qui étaient possiblement rédacteurs de politique publique, on prenait un risque en termes de méthodologie d'être moins, entre guillemets, propre. Il n'y a pas de randomisation, il n'y a pas de choses comme ça qu'on aime bien pour faire des belles études. Sauf qu'en même temps, par contre, on se donnait l'opportunité, éventuellement, de rentrer, je dirais, dans un processus d'institutionnalisation. Un des problèmes que ça pose, c'est qu'on est en rapport avec des politiques. Et que les politiques n'ont pas les mêmes agendas que les agendas administratifs ou les agendas de développement de l'innovation. Et que, du coup, on se retrouve avec des agendas un petit peu fous de vouloir mettre en place directement les choses avant d'avoir totalement défini les cadres. Alors, dire qu'il n'y a aucun cadre, c'est exagéré. Un cadre expérimental. Il y a forcément déjà un cadre. On ne part pas de rien. Et d'avoir choisi ce nom, justement, c'était une opportunité de choisir aussi en même temps un début de cadre. Effectivement, on pouvait soit ne pas du tout prendre de nom, soit prendre ce début de cadre pour justement tricoter autour un vrai cadre qui serait un cadre dans le temps stable. Effectivement, il ne l'est pas à l'heure actuelle et il y a encore lieu à y réfléchir, notamment avec des juristes, mais pas que, mais notamment avec des juristes. Oui, il y a besoin encore de réfléchir au cadre. Effectivement, il faut le finaliser et c'est seulement à ce prix-là qu'on pourra réellement, je dirais, effectivement, envisager l'advocacy. Sachant que l'advocacy, par rapport au case management, c'est pas une fonction cœur du case management, c'est une fonction qui est souvent associée au case management en termes de pratique, mais pas forcément une fonction cœur de métier. Hein. Voilà, je voulais juste, donc, les 80%, c'est ça. Oui, vous n'avez pas bien répondu à ma question. Allez, je vous ai dit, ça dépend de qui. Pourquoi? Le pourquoi, si, je vous ai répondu très clairement. Le pourquoi, c'est qui fait les expérimentations. Est-ce que alors, il y a quelques expérimentations qui sont des échecs, effectivement, cette partie-là. Voilà. La question, hein. Oui, non, la partie aussi sur les échecs. La partie sur les échecs vient justement des mauvais, une des plus fameuses expérimentations qui est un échec, c'est l'expérimentation MAD, qui est une grosse expérimentation aux États-Unis, MA2DE. Et cette expérimentation, effectivement, s'est soldée par un échec, c'est-à-dire que ça ne changeait rien à rien de mettre tant d'argent pour les personnes. Il y avait eu des dépenses assez monstrueuses qui avaient été engagées. Puis en plus, c'était déjà un programme qui était inter-État aux États-Unis. Les gens qui ont fait l'évaluation de cette étude ont dit justement qu'est-ce qui pouvait caractériser l'échec? L'absence de ciblage.
Le fait qu'on avait droit, entre guillemets, on déclenchait l'arrivée du gestionnaire de cas par le fait qu'on avait le diagnostic posé. D'accord? Et du coup, on se retrouvait avec des gestionnaires de cas qui ne savaient pas où est-ce qu'ils habitaient. Ils faisaient n'importe quoi, en fait. Et du coup, ils avaient alors, il y en avait même qui avaient des files actives basses. Alors, dans celle-là, effectivement, ça coûtait encore plus cher. Ce qu'ils appelaient basse, c'était quand même 60. Mais à 60, ça ne changeait rien par rapport à 120. Donc l'expérimentation MAD, c'est vraiment un échec complètement total. Ce qui se passe, c'est aussi qu'il y avait une absence, je dirais, de suivi par les institutions de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on saupoudrait le secteur de gestionnaire de cas, mais on ne changeait rien à l'organisation. D'accord? On allait laisser les différentes, aux États-Unis, les différentes assurances être en concurrence les unes des autres, les différentes libéraux ne pas vouloir partager leur pouvoir et leurs prérogatives. Donc les gestionnaires de cas, ils allaient juste se cogner contre des portes fermées à droite et à gauche sans pouvoir les ouvrir. Donc l'idée qu'il faut également agir sur le système, sur le contexte est important. Le troisième point, c'est qu'est-ce qu'on voulait mettre dans la boîte gestionnaire de cas. Et notamment, qu'est-ce qu'on entendait par intensité de l'intervention. Et en fait, quand on regarde avec les critères, donc il y a eu des critères qui ont été définis par un autre auteur, peu importe, Tchalis, qui dit ce que c'est que la gestion de cas intensif. En fait, dans les deux bras de MAD, c'était des très très peu intensifs. Donc voilà, les choses qui font un échec, c'est pas de ciblage, pas de contexte, pas d'action sur le contexte, et une action finalement du gestionnaire de cas relativement peu intensive, finalement limitée plutôt à un constat de départ, des recommandations, mais sans suivi. Est-ce que je peux ajouter aussi, monsieur, si je ne me trompe pas, que c'est payant pour les personnes aux États-Unis dans le projet que vous venez d'évoquer? Alors, voilà, donc ça aussi, ça a peut-être participé de l'échec. Au moment où ça a été fait jusqu'en 99, au moment où il y avait, c'était aussi pris en compte par Medicare et Medicaid. Il y avait une partie payante, c'était la partie en rapport avec les médicaments. C'était relativement pas, c'était pas la partie la plus importante. La partie coordination était prise en charge par Medicare.